Une qualification européenne historique avec son club de Bournemouth, une participation à la Coupe du Monde avec sa sélection du Maroc, Amine Adli vit une fin de saison palpitante avec des ambitions incroyables. L'attaquant des Cherries et des Lions de l'Atlas est l'invité de l'After Angleterre. RMC After Angleterre. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Angleterre. Vous nous écoutez, vous nous regardez sur toutes les plateformes et notamment sur After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football anglais avec notre drôle de dame anglaise, Julien Laurent. Salut Ju. Salut Jay, salut à tous. Avec Rémi Dumont également. Salut Rémi. Salut Jérôme, salut Ju, salut tout le monde. Et avec notre invité donc l'attaquant de Bournemouth, Amine Adli. Salut Amine. Salut à tous. Bonjour. Salut Amine. Merci d'être avec nous Amine, une semaine un peu particulière pour toi parce que évidemment vous n'avez pas de match de Première Ligue ce week-end puisque votre adversaire Manchester City est engagé en finale de la Cup. Du coup, comment vous vous organisez là cette semaine? Raconte-nous un petit peu. On a eu un peu de jour off, ça fait du bien. Mais là, après, sinon, on prépare la semaine de façon normale. On va avoir juste entraînement ce week-end et on va préparer le match de mardi au mieux. Bon, on va tout de suite regarder le classement de la Première Ligue, Rémi, pour se rendre compte que, je le disais, la fin de saison des Cherries, elle est palpitante. Elle est historique, elle est magnifique puisque Bournemouth est actuellement 6e de Première Ligue avec 55 points. C'est 4 petits points seulement d'Aston Villa et donc de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. On rappelle qu'il reste 2 journées à jouer, donc 6 points à prendre. Donc c'est largement possible pour Bournemouth de se qualifier en Ligue des Champions, en tout cas de se qualifier en Coupe d'Europe aussi, parce qu'il faut voir aussi derrière comment ça se passe. Il y a des clubs aussi qui pourraient revenir. En tout cas, Amine, c'est magnifique ce que vous êtes en train de vivre, parce qu'on rappelle juste que Bournemouth ne s'est jamais qualifié dans son histoire pour une compétition européenne. Donc pour ta première saison avec Bournemouth, tu pourrais déjà rentrer dans l'histoire du club en te qualifiant pour une Coupe d'Europe. C'est magnifique. Ouais, bien sûr, c'est magnifique. Après, sans mentir, je pense que le projet que le club vend aux joueurs qui rejoignent le club désormais, c'est d'essayer d'accrocher, on va pas dire quand même la 6e ou 5e place, mais d'accrocher ces places-là pour essayer de jouer une place qualificative en Europe, peu importe la compétition européenne que ce soit. Mais c'est sûr que là, à 2 journées de la fin, de pouvoir jouer une place en Ligue des Champions, c'est magnifique. On voit que Bournemouth pour l'instant est donc 6e virtuellement qualifié pour l'Europa League. Brighton 7e virtuellement qualifié pour la Conference League. Il y a Brentford qui est juste derrière. Quand on regarde le calendrier, on voit que les Cherries vont à Manchester City avant de recevoir Nottingham Forest. Brighton de son côté ira à Leeds avant de recevoir Man United. Brentford recevra Crystal Palace avant d'aller à Liverpool. Tout ça est assez finalement équilibré. On a l'impression que ces 3 équipes-là ont un calendrier un petit peu similaire. Ouais, c'est vrai, mais je pense aussi que Amine et du côté de Bournemouth, on doit regarder devant parce qu'Aston Villa va jouer Liverpool et Manchester City dans les 2 prochains matchs. Donc même les 4 points d'avance avec la même différence de but d'ailleurs ne garantit pas forcément non plus à Villa cette 5e place. Alors après, Villa peut encore se qualifier pour la Ligue des Champions via l'Europa League puisqu'ils sont en finale. Et d'ailleurs, s'ils gagnent l'Europa League et qu'ils finissent dans le top 5, la 6e place de Bournemouth actuellement pourrait aussi les amener en Ligue des Champions. Donc il peut se passer encore plein de choses. Mais quand tu vois que Bournemouth est invaincu depuis 16 rencontres de championnat, par rapport aux autres clubs que tu as mentionnés, même par rapport à Liverpool, même par rapport à Chelsea, par rapport à Aston Villa, moi je mets une petite pièce sur le fait que Bournemouth finira facilement dans le top 6. Tu nous rappelles juste la condition pour laquelle qui permettrait donc aux Cherries d'être qualifiés en Ligue des Champions? Oui, il faut donc Aston Villa remporte l'Europa League dans leur finale contre Fribourg, qui est la semaine prochaine, en milieu de semaine prochaine. Donc entre leurs 2 derniers matchs de championnat et que Bournemouth finisse donc à la 6e place. Bon, qu'est-ce que ça t'inspire, ça, Amine? Plutôt objectif Ligue des Champions, Europa League, qu'est-ce que vous vous dites là dans le vestiaire? Non, nous, sans mentir, là, on est 6e, donc forcément, on essaye de regarder devant. Maintenant, on sait que peu importe la situation, je pense que peu importe la compétition européenne, ça sera quand même une réussite pour nous. On sera quand même fiers de notre saison. Maintenant, c'est sûr qu'à 2 journées de la fin, avec les matchs qu'on a eu depuis le retour de la trêve internationale, se retrouver 6e, on regarde devant et c'est sûr que à jouer la Champions League, comme tout joueur le sait, ça serait vraiment le rêve. Voilà, il y a plusieurs scénarios qui pourraient faire que ça nous avantagerait. Maintenant, je pense que il y aurait la réelle déception, ça serait de rien jouer. Mais je pense que peu importe la Coupe d'Europe, je pense de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine,
ça serait symbolique et ça récompenserait notre saison. Maintenant, c'est sûr que je pense que tous les joueurs, dans un coin de notre tête, sans se le dire tous les jours à l'entraînement, tu vois, pour pas se mettre de pression, on pense tous à la Ligue des Champions, bien sûr. Bon, ce qu'il faut aussi souligner, Rémi, c'est que si Bournemouth se retrouve en si bonne position, c'est grâce à une deuxième partie de saison assez incroyable. Un cru 2026 excellent, hein, puisque depuis le 7 janvier en Première Ligue, hein, ça fait 16 matchs en tout. Si on s'arrêtait sur uniquement le classement en Première Ligue depuis le 7 janvier, eh bien, Bournemouth serait troisième avec 32 points, une différence de but de plus 11. Alors évidemment, Manchester United serait premier avec 34 points, suivi de City 32 points, et donc devant Arsenal, hein, pour Bournemouth, puisque Arsenal à ce classement-là serait quatrième. Amine, c'est quoi la potion magique en 2026? Il s'est passé quoi pour que vous ayez ces statistiques-là? C'est magnifique. Ouais, non, franchement, c'est incroyable depuis janvier, mais je pense que voilà, c'est un peu paradoxal par rapport à notre saison. Je pense que malgré le fait que, pour ma part, qu'on soit sixième aujourd'hui, si les gens se regardent vraiment notre saison, je pense qu'il peut y avoir aussi un petit regret. Parce que, par exemple, sur cette série de 16 matchs sans défaite, on a quand même eu un gros coup de mou pendant la saison où on fait 11 ou 12 matchs sans victoire. Et avec des matchs où on aurait pu prendre les 3 points assez logiquement, où on méritait. Donc, si on regarde objectivement, juste en rajoutant allez, 6 points qu'on aurait pu avoir, on pourrait se retrouver cinquième ou quatrième avec Liverpool. Donc, je pense que ouais, c'est sûr que depuis janvier, il y a eu une bonne réaction. Après, c'est sûr que c'est incroyable cette série. Mais objectivement, sur tout le long de la saison, je pense que si tu regardes attentivement notre saison, je pense qu'on mérite d'être là où on est. Et on aurait même pu être un peu plus haut, je pense. Quand on regarde les statistiques dans le détail de la Première Ligue, de votre saison de Première Ligue, les Cherries, vous êtes quatrième au nombre d'XG, donc au nombre à la qualité des occasions créées, avec 59 XG créés, donc c'est assez énorme quand même cette saison. Quatrième équipe de Première Ligue également au nombre de tirs cadrés par match. L'équipe qui marque le plus de buts sur contre-attaque et l'une des équipes qui centre également le plus. Toi, Amine, comment tu définirais votre équipe des Cherries? Qu'est-ce qui fait votre force? Moi, je pense que bon, le club, il est un peu sous-coté. Et en fait, à mon arrivée, j'ai été surpris par la qualité des joueurs, que forcément, tu ne dois pas forcément jeter un œil. C'est normal quand tu joues en première ligue. Voilà, il y a des clubs comme Arsenal, Manchester City, Chelsea. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la qualité des joueurs qui sont peut-être un peu moins connus que d'autres. Mais après, ouais, avec notre coach, on a un style de jeu qui est vraiment offensif. Peu importe les équipes qu'on peut jouer, on a toujours la même stratégie qui est de presser, d'essayer de gagner le ballon haut pour se créer des occasions assez rapidement. Et après, on est une équipe qui court énormément, il n'y a personne qui a à avoir d'efforts. Et je pense que ça se voit dans notre jeu. Voilà, on a eu, sur la première partie de saison, on jouait un peu de la même manière, mais on avait un peu plus de soucis défensifs. Ça veut dire que nos matchs, ils pouvaient être un peu fous, comme par exemple à Manchester où on fait un 4-4. Mais je pense que ouais, quand tu regardes nos matchs, je pense que tu t'ennuies pas. Tu sais qu'on va marquer ou on va se créer des occasions. Et je pense que c'est ce qui aujourd'hui nous donne énormément de confiance. Avant de parler de ta saison à toi, Amine, d'abord peut-être une question de Julien sur la saison des Cherries. Non, moi je trouve que c'est un petit peu dommage qu'Iraola s'en aille et qu'il ait choisi de partir parce que surtout si vous accrochez une Coupe d'Europe et encore plus la Ligue des Champions, j'aurais bien voulu le voir rester, tu vois. Mais parle-nous un petit peu de comment toi ta relation que tu as avec Iraola, comment il est sur le terrain. On avait eu Bafo Diakité avec nous en début de saison, je crois que c'était au mois d'octobre avec les garçons. Il avait parlé aussi un peu d'Iraola, du style, du fait que par exemple quand lui était à Lille, il repartait souvent de derrière avec le gardien doucement, alors que là, quand il est arrivé, on lui a dit non, dès que tu récupères le ballon, il faut aller tout de suite vers l'avant. Est-ce que toi aussi, tu as vu des choses un petit peu différentes de ce que tu avais au Bayer Leverkusen avant d'arriver? Oui, bien sûr. Moi, après, pour être honnête, le football qu'on peut proposer aujourd'hui à Bournemouth, il est totalement différent du football que j'ai pu jouer les 2 dernières années à Leverkusen. Parce qu'on va pas dire, c'était pas trop le même scénario. À Leverkusen, voilà, on était une équipe. Lorsqu'on on démarrait les matchs, les équipes adverses nous attendaient. Ça veut dire qu'on avait énormément la balle, c'était énormément de jeux de position. Là, la première ligue, on va dire que tous les matchs se valent et il y a beaucoup plus de transitions. Parfois, c'est dur de faire vraiment le jeu. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup de contre-attaques, beaucoup de box-to-box, comme ils disent les Anglais. Et non, avec le coach, c'est sûr que c'est un football différent, mais je pense que sa vision du foot est totalement compatible au football anglais. Et je pense que c'est grâce à ça qu'il réussit à faire performer, par exemple, notre équipe à ce point-là. Et non, c'est un très bon coach. Au quotidien, voilà, tu apprends énormément avec lui. Il a des idées de jeu
qui sont simples, mais qui sont vraiment efficaces. Et après, je pense que ouais, c'est triste qu'il parte. Je pense que sa décision, elle avait été faite, peu importe ce qui allait nous arriver. Je pense qu'il est resté droit par rapport à sa décision. Il nous l'a annoncé. Et il a dit que quoi qu'il arrive, qu'il y ait Europe ou pas, voilà, sa décision, elle était actée et qu'il pensait qu'après 3 ans, c'était le bon moment pour lui de partir. C'est sûr que je pense que le club était peut-être un peu attristé à ces décisions, les joueurs aussi, parce que voilà, ça fait 3 ans qu'il y a des joueurs qui travaillent avec eux et on peut voir le travail remarquable qu'il a pu faire. Mais maintenant, voilà, le club va continuer de grandir avec un nouvel entraîneur, un nouveau chapitre. Mais forcément, ça a été un réel plaisir de travailler avec lui cette année-là. Avant de parler du futur entraîneur, d'ailleurs, est-ce qu'il vous a dit, Iraola, où est-ce qu'il allait signer? Parce que nous, on a envie de savoir. Non, franchement, j'aurais pu donner l'exclusivité, mais il ne nous l'a pas dit encore. Julien, tu as des infos, toi? Non, mais il est sur la shortlist de beaucoup de grands clubs et en Angleterre, un club comme Chelsea par exemple, comme Xabi Alonso d'ailleurs, que Amine connaît très bien, mais aussi, je pense, dans d'autres clubs européens. On sait que cet été, il y aura beaucoup de changements sur les bancs, beaucoup d'entraîneurs qui vont changer de club, beaucoup de clubs qui vont changer d'entraîneur, pardon. Et donc, à mon avis, c'était le bon moment aussi, même si je comprends très bien ce qu'Amine dit, et même moi, j'aurais voulu le voir rester un petit peu plus longtemps. C'est sûrement le bon moment pour lui aussi pour partir et peut-être aller dans un plus gros club. Et tu connais ton futur entraîneur, Marco Rose, Amine? Ouais, je le connais de nom et aussi parce que j'ai joué contre lui lorsqu'il était à Leipzig. Je pense, si ma mémoire est bonne. À Dortmund, je sais plus trop, mais ouais, je connais le nom. Bon, on verra comment ça se passe évidemment. En tout cas, on le redit, ce serait historique d'aller en Coupe d'Europe pour des Cherries qui sont un club assez récent quand même, il faut aussi le rappeler, Rémi, sur la scène anglaise notamment. Ouais, sur la scène anglaise et puis au niveau du palmarès, ça se ressent aussi. Hein. Quand c'est un jeune club, il n'y a pas eu beaucoup de trophées, même s'il y a un titre de champion de 2e division en 2015. Leur meilleur classement, c'est 9e de Première Ligue en 2017 et la saison dernière. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une saison historique. Il y a aussi eu un quart de finale de FA Cup l'année dernière et un quart de finale de League Cup en 2019 pour les derniers moments. Est-ce que, Amine, les supporters aussi vous parlent de cette potentielle qualification en Coupe d'Europe? Parce qu'on imagine que l'effervescence à Bournemouth, ça doit être assez importante au niveau des supporters. Ouais, bien sûr. Après, voilà, c'est une ville assez calme. Voilà, on a un petit stade. Les fans, ils sont présents, mais on peut pas forcément les croiser. Mais la dernière fois, j'ai été surpris. Je me baladais à bord de plage. Il y avait pas mal de monde. Et c'est là que j'ai senti qu'il y avait pas mal de monde qui suivait un peu les résultats et qui espérait quelque chose. Je me rappelle avoir été interpellé. En fait, c'était un jour où Chelsea jouait. En même temps que nous, c'était il y a 2, 3 semaines. Ils étaient encore pas trop loin. Et tout le monde nous interpellait pour des photos. Et en même temps, ils nous disaient, ouais, Chelsea sont en train de perdre. C'est bien pour nous, pour la Coupe d'Europe. Donc, je pense qu'il y a, ouais, il y a un réel enthousiasme, je pense, autour des fans de pouvoir vivre une première Coupe d'Europe pour leur club. Et je pense que comme tout fan, voilà, quand tu vois ton club se développer, accrocher les meilleures places au classement et pouvoir jouer une Coupe d'Europe, forcément, je pense qu'ils sont super heureux. Tiens, d'ailleurs, tu parlais de balade sur la plage. C'est comment la vie sur la côte sud de l'Angleterre? C'est un peu comme la Côte d'Azur? Ben, franchement, là, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, là, pour vous dire la vérité, depuis avril qu'on a du beau temps, ben, on dirait on est à Miami. Et après, je vais pas te mentir que de novembre à mars, quand il pleuvait tous les jours, c'était un peu la dépression. Mais, mais voilà, c'est ça. Il faut profiter du moment présent, on va dire. On va dire que là, actuellement, il fait beau. Donc voilà, on profite. On est un peu en Côte d'Azur, un peu à Miami, un peu partout. On est un On peu voit- partout quand il fait beau. on Franchement, voit c'est le- pas mal. On voit le coin de ciel bleu. Non, on vous le conseille, c'est effectivement très joli, la côte sud de l'Angleterre. Julien peut en témoigner. On fait une petite pause dans l'After Angleterre. On revient tout de suite pour parler de ta saison à toi, de tes ambitions personnelles. Amine, à tout de suite. On est de retour dans l'After Angleterre, toujours avec Julien Laurence, notre drôle de dame anglaise, avec Rémi Dumont et notre invité, l'attaquant marocain des Cherries de Bournemouth, Amine Adli. Alors Amine, avant de parler de ta saison, de montrer tes statistiques, on avait un petit message pour toi. C'est quelqu'un que tu vas reconnaître sans doute assez rapidement qui voulait te poser une question. Regarde. Bonjour Amine, j'espère que tu vas bien. J'espère aussi que tu m'as reconnu, même si évidemment les années ont passé. Mais voilà, je suis ton ex-entraîneur du TFC et tu es quelqu'un qui m'a marqué, non seulement par ton talent et qui était déjà très très important quand tu étais tout jeune. Et puis je me réjouis aussi de
de ta carrière, de ce que tu fais et de tout ce qui va venir, parce que je suis sûr que tu vas encore faire des belles choses. Ah, tu sais, quand je suis arrivé, tous les entraîneurs que tu avais eu, tu utilisais surtout sur le côté gauche ou côté droit d'ailleurs, et moi je t'ai repositionné dans l'axe, un petit peu en électron libre derrière l'attaquant pour te donner une certaine liberté pour que tu puisses exprimer toutes tes qualités. Et je voulais savoir quelle était ta préférence à toi. Voilà, aujourd'hui, quand tu discutes avec les entraîneurs, est-ce qu'ils ont des idées bien arrêtées pour te faire jouer sur un côté, ou est-ce qu'ils te laissent aussi cette liberté de pouvoir exprimer tout ton talent? Je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière et je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Salut Amine. Voilà, Patrice Garande, merci à Rémi d'ailleurs qui nous a récolté cette petite confidence. Ta réaction, Amine? Ouais, non, bien sûr, je me rappelle du coach. Voilà, c'est avec lui que je me suis révélé en Ligue 2. Il m'a donné énormément de confiance. C'était une de mes meilleures saisons on va dire footballistiquement parlant, qui m'a permis de aujourd'hui être le joueur que je suis et être au niveau auquel je suis. Maintenant, ouais, c'est vrai que voilà, je jouais énormément sur le côté et avec lui, il m'a utilisé un peu en électron libre derrière un 9 où j'étais plutôt un faux 9, un 10. Après, j'ai énormément joué ça dans ma jeunesse. Et pour répondre à sa question, non, c'est sûr que j'ai une préférence pour être dans l'axe. Instinctivement, naturellement, même quand je joue sur le côté, je suis souvent attiré à rentrer dans l'axe. Je me sens plus à l'aise lorsque je suis dans l'axe du terrain. Mais maintenant, voilà, avec on va dire le football moderne, je dirais pas que je suis un vrai numéro 10 ni même un vrai numéro 9. Donc, c'est un poste un peu, on va dire, un grain un peu hybride qu'on ne retrouve pas forcément. Si je devrais dire à quel style de joueur ce poste correspond, je dirais des joueurs comme Griezmann. C'est pas vraiment des ailiers, mais c'est pas vraiment des numéros 9. Et un peu du style là aussi à Nkunku, où ils sont capables de jouer sur le côté, mais aussi dans l'axe. Mais ouais, j'ai une préférence pour être dans l'axe. Je me sens plus à l'aise, on va dire. Bon, c'est des belles références tout ça, en tout cas c'est des jolis mal. noms. En regardant ta saison, Amine, avec Rémi, on s'est rendu compte que quand tu étais décisif, ça rapportait beaucoup de points à ton équipe. Bah, en tout cas, quand tu marques ou quand tu es décisif, ça fait bien plaisir à Bournemouth. Pourquoi? Parce que sur les 3 buts et les 2 passes décisives, mais on va y revenir cette saison en Première Ligue. Voilà, tu as disputé 32 matchs, dont 10 titularisations. Quand tu marques ou quand tu réalises une passe décisive, généralement, c'est bon signe pour Bournemouth. Pourquoi? Hormis le but contre Sunderland que tu as marqué, où vous avez perdu 3-2, tu marques le but de la victoire contre Liverpool, justement dans le temps additionnel. Tu marques aussi le but de la victoire contre Everton, donc tu rapportes des points. Tu as provoqué un penalty face à Brighton qui a permis de faire un match nul. Et enfin, tu as délivré une passe décisive contre Wolverhampton qui a permis de gagner 2-0. Qu'est-ce que te demande le coach? Parce que tu viens de nous parler de ton placement sur le terrain. Qu'est-ce qu'il te demande le coach? Parce qu'on sait que voilà, tu le disais, il a des consignes de jeu bien précises mais ultra efficaces. Qu'est-ce qu'il te demande à toi et comment tu expliques que tu sois aussi décisif pour l'équipe quand tu marques? Non, il demande des choses simples pour les ailiers. En vrai, il laisse énormément de liberté et il demande surtout aux ailiers de provoquer, d'être dans le 1 contre 1, de faire la différence. Voilà, il connaît l'intensité de la première ligue. Il demande souvent à la récupération, lorsqu'on est assez haut, de gagner du terrain avec la balle. Et même s'il faut après revenir, mais pour donner du temps à l'équipe de pouvoir respirer. Et ouais, aux ailiers, voilà, il demande beaucoup de percussion, présence dans la surface. Fermer second poteau, s'il peut le répéter souvent sur les centres, de fermer au second poteau, d'être présent. Et ouais, c'est un peu ce qu'il demande. On va dire, comme on joue un football assez direct, pour résumer, il te demande d'être direct et d'être dangereux, on va dire, dans là où ce que tu sais faire, c'est-à-dire d'aller dans le 1 contre 1, d'aller dans la surface, de provoquer, obtenir des corners, créer des centres. Et voilà. Amine, quel regard tu portes toi sur ta première saison en Angleterre, ton niveau de performance? J'imagine que tu dois être aussi, comme nous, un petit peu frustré de voir tes chiffres qui sont peut-être pas à la hauteur de ce que tu espérais sans doute en arrivant l'été dernier en Première Ligue. Non, oui, bien sûr, il y a un petit peu de frustration. Maintenant, voilà, je revenais d'une saison où j'ai eu une grosse blessure à Leverkusen. Je cherchais forcément à avoir du temps de jeu. Déjà, c'est une réussite pour moi pour l'instant de faire toute la saison sans aucune blessure, sans aucun pépin physique. Maintenant, c'est sûr que quand je suis arrivé, voilà, je suis arrivé en fin de mercato, il y a eu une période un peu d'adaptation, on va dire, à la première ligue. L'équipe aussi tournait bien à mon arrivée, avec des joueurs que le coach connaissait bien.
Maintenant, c'est sûr que j'aspire à mieux. Maintenant, je pense que voilà, on a pu le voir, comme tout le monde a pu le voir cet été, beaucoup de recrues estivales ont eu un peu de mal à la première ligue. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Maintenant, je pense qu'après janvier, j'ai eu un très bon rythme où je m'étais un peu plus senti à l'aise. On peut le voir par mes prestations où j'ai pu être décisif. Mais non, sur un regard, je suis objectif. Voilà, je suis impatient de commencer la saison prochaine avec de nouveaux objectifs. Maintenant, c'est sûr que j'aurais espéré avoir, on va dire, plus de titularisation, même si le temps de jeu était assez présent. Mais voilà, je pense que je suis quelqu'un de positif et je pense à l'avenir. Je pense que voilà, j'ai pu livrer des bonnes prestations, montrer que je pouvais avoir le niveau Première Ligue. Je sais à quoi m'attendre maintenant et voilà, je regarde de l'avant. Julien, c'est surtout l'année prochaine, évidemment, que Amine sera attendu aussi avec des matchs tous les 3 jours. Ça donnera aussi plus de possibilités, non? Oui, bien sûr, tout à Ouais, bien fait. Et sûr. puis, je suis d'accord avec lui. Il y a toujours besoin un petit peu d'adaptation, surtout quand tu arrives comme ça en première ligue dans une équipe qui joue complètement différemment de celle de Leverkusen où il était avant. Donc, c'est tout à fait normal. Il y a aussi pas mal de concurrence dans ses postes à lui, que ce soit axial ou sur les côtés. À Bournemouth également. Donc, c'est vrai qu'avec un seul match par semaine, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, la saison prochaine, maintenant qu'il est bien, il s'est bien adapté, maintenant qu'il s'est bien intégré aussi et au groupe et à la vie, à la culture anglaise, ce sera forcément beaucoup plus facile. En plus, avec aussi un entraîneur, Marco Roseux, qui, Iraola était très bien, de ce qu'il fait, c'est très bien. Mais c'est vrai que Roseux, lui, est un peu plus dans ce que Amine a pu connaître quand il était en Bundesliga aussi. Donc, à mon avis, ça va aussi très bien matcher ensemble. Et ce sera, j'en suis sûr, il fera partie des joueurs importants de Bournemouth la saison prochaine. Voilà, avec Leverkusen, donc 143 matchs disputés, 74 titularisations, 23 buts et 25 passes décisives. Amine, évidemment, dans quelques jours, c'est un moment important. Hier soir, en France, Didier Deschamps a donné sa liste pour la Coupe du Monde, les 26 joueurs. Toi, tu faisais partie du dernier rassemblement du mois de mars pour la sélection du Maroc. Dans quelle disposition tu es là? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es optimiste? Raconte-nous un petit peu les émotions qui te traversent. Non, pour être honnête, c'est un peu de tout. Forcément, un peu stressé et optimiste, je dirais oui et non. Je pense que sur ma deuxième partie de saison, voilà, après, j'avais déjà raté la CAN. J'ai essayé de faire en sorte, c'est sûr, ça m'a piqué un peu. Et j'ai essayé de faire en sorte de moi-même, voilà, d'être plus performant pour espérer une place à la Coupe du Monde. Maintenant, voilà, j'ai été présent au dernier rassemblement. Et ouais, non, bien sûr, là, ça serait mentir de dire que je rêverais pas de faire cette Coupe du Monde. Tout le monde rêve de faire une Coupe du Monde. Voilà, je suis impatient de voir la liste. Maintenant, je sais que je peux être heureux comme je peux être déçu. Et en cas de déception, je continuerai à travailler pour rejoindre la sélection. Mais c'est sûr que là, on va dire que ça fait quelques jours, c'est dans un coin de ma tête. J'attends la liste et j'espère voir mon nom dedans. Ouais, la liste du Maroc qui devrait être dévoilée aux alentours du 21 mai. On rappelle juste que le Maroc, c'est la première nation africaine au classement FIFA, puisqu'ils sont 8e au classement FIFA. Ils seront dans le groupe du Brésil, de l'Haïti et de l'Écosse. Ça représenterait quoi, Amine, pour toi de jouer un mondial? Parce que ce serait ton premier. On sait que jouer une Coupe du Monde, généralement, c'est le rêve de tout footeux. Est-ce que toi, voilà, ça aurait une signification particulière pour toi? Non, bien sûr, pour moi, ça serait exceptionnel. Pour moi, déjà, quoi qu'il arrive, de représenter mon pays, que ce soit dans un match amical ou dans des matchs de la compétition, je pense que c'est exceptionnel, c'est incroyable la ferveur qu'il peut y avoir et la fierté que tu peux donner. Maintenant, c'est sûr que voilà, dans une compétition comme la Coupe du Monde, ça sera encore plus spécial. C'est un tournoi que tout le monde rêve de jouer, où il y a les plus grandes nations, les plus grands joueurs, une belle ambiance, des beaux stades. Donc, ouais, comme vous avez dit, tout le monde rêve de jouer une Coupe du Monde. Donc, ouais, pour moi, ça serait exceptionnel. On va dire que, voilà, c'est pas pour rien que la Coupe du Monde, c'est pas chaque année. Et c'est sûr que là, c'est un peu tous les jours dans un coin de ma tête. Avec un statut en plus à assumer pour les Lions de l'Atlas, demi-finaliste en titre de la Coupe du Monde, évidemment, avec cette demi-finale dont on se souvient face à l'équipe de France, et puis cette sélection finaliste de la CAN, enfin même vainqueur sur tapis vert de la CAN, ça reste encore à déterminer, on verra ce que dira le Puis le champion du tribunal monde du vin arbitral du aussi, sport. c'est ça aussi qui est important, c'est que le Maroc est en train de se développer à vitesse grand V, que sur toutes les compétitions qu'ils jouent, ils sont assez performants. Il y a le petit Ayoub Boadi qui arrive également dans la En liste. plus, et puis non, mais savoir, Amine, toi, le Maroc, tu le vois aller jusqu'où? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent refaire le coup de 2022, c'est-à-dire au moins atteindre les demi-finales, voire peut-être plus? Sans mettre la pression à personne, ni sur nous, ni sur les joueurs, ni sur la nation.
c'est sûr qu'avec les résultats que la sélection a pu avoir sur les dernières années, aspire encore à faire des grandes choses. Bon, évidemment, le Maroc aura des grandes ambitions avec le Brésil, avec l'Écosse avec et Haïti. Haïti. Bon, Haïti, ce sera compliqué dans cette poule-là, mais évidemment qu'on attend les Marocains au tournant. Et puis, on l'a dit, on attend cette décision aussi du tribunal arbitral du sport, donc pour connaître le véritable vainqueur de cette CAN 2026. Amine, de retour avec nous. Amine, on disait donc qu'il y avait de grandes ambitions pour cette équipe du Maroc à la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'avec les résultats que la sélection pouvait avoir sur les dernières années, tu es un peu plus respecté et tu aspires à de grandes choses. Maintenant, voilà, une Coupe du Monde, il y a énormément d'équipes favoris, énormément de grandes nations. Donc, c'est difficile de dire, de se fixer un objectif clair. Mais ouais, je pense qu'avec ce groupe-là et les joueurs qu'on peut avoir et la qualité qu'on a pu présenter sur les dernières années, je pense que tu peux te permettre de penser à faire une grande Coupe du Monde et après espérer gagner ça, je ne sais pas, mais en tout cas faire de belles choses. Amine, on voulait terminer ce petit podcast After Angleterre avec toi par ton engagement citoyen, parce que tu n'es pas qu'un joueur de foot, tu es également un citoyen engagé. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de tout ce que tu as mis en place au niveau des œuvres caritatives, des associations que tu parraines et de tout ce que tu cherches à faire, notamment en Afrique. Ouais, non, voilà, moi je trouve que symboliquement, quand on devient un footballeur et qu'on a ce rôle, on va dire, un peu où médiatiquement tu peux être connu et valoriser certaines choses, je trouve qu'il était vraiment important pour moi de me rendre utile au-delà du football. Et voilà, avec les valeurs que je pouvais avoir, qu'on m'a donné quand j'étais petit, je me suis engagé avec une association pour les espoirs orphelins au Maroc. Voilà, où on fait énormément de choses pour les orphelins, pour les petits. C'est une cause qui me tenait à cœur. Maintenant, voilà, avec les gens qui me représentent aussi et le groupe d'agents qu'on peut avoir, on travaille aussi sur des puits pour aider, on va dire, en Afrique, à aider les gens à avoir de l'eau potable plus facilement, un peu partout dans les coins défavorisés. Et voilà, je pense que c'est une cause qui me tenait à cœur d'essayer de me rendre vraiment utile au-delà du football grâce au foot. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, avec un projet également de construction d'une maternité au Malawi, je crois. Hein. C'est ça le 6e pays le Ouais, plus pauvre du monde. Donc bravo, Amine. Un grand homme sur le terrain en dehors. Si ça, c'est pas magnifique. Exactement. On te Bravo, souhaite le Amine. meilleur pour cette Merci. fin de saison, évidemment. Merci beaucoup. On croise les doigts pour toi, Amine. La qualification européenne, même si c'est bien parti, mais bon, il faut viser les étoiles, bien sûr, de la Champions sûr. League et puis la Coupe du Monde également. Merci beaucoup, Amine Adli. Merci beaucoup, merci à vous. Salut Amine. À très vite dans l'After Salut, au Angleterre. revoir. Merci beaucoup à Julien Laurence. Salut, Merci Jules. Rémi. On se retrouve très Salut, vite Jérôme. pour un Avec nouvel plaisir. After Angleterre. Ciao. RMC After Angleterre.